Alors nous arrivons maintenant sur le temps de l'adaptation avec une présentation qui va nous être faite par Aïda Diong Nyang, qui est météorologue, climatologue sénégalaise et vice-présidente du groupe de travail 1 du GIEC et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Alors nous accueillons Aïda tout de suite. Alors, comment ça marche pour avancer? C'est très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien apprécié votre repas et que on va entamer la partie sur l'adaptation. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir convié pour donner une présentation sur les changements observés et futurs du changement climatique en Afrique. Donc, attendez, la suite, c'est ça? Ah non. Ok, le milieu. Donc, je vais beaucoup emprunter des résultats du GIEC. Donc, le GIEC, c'est une organisation du système des Nations Unies chargée d'évaluer le changement climatique dans ses aspects scientifiques, socio-économiques et technologiques. Comme cela a été rappelé, donc j'ai participé au 6e cycle du GIEC. Donc, Nadia a montré ce matin les différents rapports de ce cycle. Donc, il y a les rapports spéciaux, les rapports de groupe, les rapports principaux de groupe, 1, 2, 3, et le rapport de synthèse. Personnellement, j'ai participé comme auteur dans le rapport du groupe de travail 1, les bases physiques du changement climatique, et dans le rapport de synthèse. Mais je parlerai beaucoup des conclusions tirées du groupe de travail 2, notamment tirées du chapitre 9 sur l'Afrique, parce qu'il y a un chapitre dédié aux changements observés et à l'adaptation en Afrique. Donc, plan très simple, je parlerai des impacts et changements présents, puis changements et risques futurs, pour finir par les conclusions et les remarques. Donc ça, c'est la première figure du rapport de synthèse qui montre qu'il y a déjà eu des impacts et des pertes et dommages associés qui ont été largement observés et attribués au changement climatique. Donc, c'est montré dans 4 catégories ici, à l'échelle globale. Donc, la catégorie qui concerne la disponibilité en eau et la production alimentaire. Ensuite, la santé et le bien-être. Je pense que c'est un pointeur. Hein. La santé et le bien-être, les villes, les établissements humains et les infrastructures, et la biodiversité et les écosystèmes. Donc, les couleurs rouges, c'est pour les impacts négatifs. Et quand c'est assuré, c'est quand il y a quelques impacts positifs. Pour les écosystèmes, bon, il y a des changements, mais on n'a pas parlé des directions de ces changements, s'ils sont négatifs ou positifs. Et les points, en fait, indiquent le niveau de confiance par rapport à l'attribution de ces impacts au changement climatique. Donc, quand il y a 3 points, ça veut dire que le niveau de confiance est élevé. 2 points, moyen, mais qui va de 50 à 66%, et faible, un seul point. Donc, si on veut regarder ça avec plus de granulométrie, la figure suivante montre les changements sur les mêmes catégories. Ici, ce sont les 3 catégories qui sont montrées. Hein. La disponibilité en eau, la production alimentaire, la santé, le bien-être et les villes, les établissements humains. En fait, c'est pour montrer que le changement climatique a impacté les systèmes humains naturels à travers le monde, mais c'est ceux qui ont contribué le moins qui en sont les plus vulnérables. Ici, il y a différentes régions globales, et si on se concentre sur l'Afrique, on voit qu'il n'y a que des impacts négatifs. Donc, à l'échelle régionale, peut-être qu'il peut y avoir des impacts positifs par-ci et par-là par pays, mais à l'échelle de la région, c'est qu'en Afrique et dans les États insulaires qu'il n'y a que des impacts négatifs. Et donc, pour la disponibilité en eau, ça concerne en fait de manière générale. On sait que la moitié de l'humanité a fait face au moins une fois à la pénurie d'eau. Et en Afrique, c'est plus au niveau de l'Afrique australe et l'Afrique du Nord qu'on a les plus grandes pénuries d'eau. Donc, pour l'agriculture, on y reviendra tout à l'heure. Donc, les impacts négatifs sont fortement attribués au changement climatique. Il y a également des impacts sur la productivité animale. Et
aussi des impacts sur les captures de produits halieutiques également, et ainsi de suite. Donc, pour montrer que ce sont les pays les plus vulnérables, les deux prochaines diapos vont montrer en fait la vulnérabilité et les émissions de l'Afrique et des autres pays. Donc, prochain. Donc, toujours dans le même ordre d'idée, ici on a une figure qui montre la vulnérabilité sur l'axe vertical par rapport aux émissions par tête d'habitant. Ici, ce sont des émissions de CO2. Donc, on montre que c'est les pays qui ont des niveaux de vulnérabilité les plus élevés qui se trouvent être aussi les pays qui ont des émissions par tête d'habitant les plus faibles. Donc là, c'est à l'échelle globale. Maintenant, si on regarde les émissions... d'abord, on regarde la vulnérabilité, les facteurs de vulnérabilité, exposition au changement climatique en Afrique, parce que, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que quand on parle d'impact ou de risque, il y a bien sûr les changements observés au niveau des paramètres physiques qui se superposent aux facteurs de vulnérabilité, d'exposition et des réponses qui ont été apportées ou non. Donc, les facteurs de vulnérabilité en Afrique incluent également des facteurs socio-économiques, politiques et environnementaux. Donc, par exemple, si on prend l'emploi, on voit que c'est dans des secteurs qui dépendent directement ou indirectement du climat, comme l'agriculture. Et le fait qu'également l'agriculture est essentiellement basée sur les pluies, donc il y a très peu d'irrigation. Et que également davantage de populations, d'infrastructures sont dans des zones exposées aux aléas climatiques, donc avec une urbanisation rapide, un taux d'urbanisation très rapide en Afrique. Et donc le fait qu'également il y a beaucoup d'établissements informels qui sont vulnérables à des aléas climatiques. Et le fait qu'également, ça a été montré que la mortalité, c'est une des conclusions du rapport, que c'est dans les pays en développement où les plus lourds tributs sont payés quand il s'agit d'événements extrêmes. Donc 15 fois plus de victimes, de morts que dans les pays développés, donc y compris l'Afrique. Peut-être un autre facteur de vulnérabilité aussi, c'est que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à une source d'énergie propre. Je pense que ça a été peut-être dit ce matin. Donc ça, ce sont des facteurs de vulnérabilité en Afrique. Ensuite, ça c'est un peu dans la suite de ce que Nadia a montré ce matin. Donc c'est les émissions et tendances en Afrique et dans le reste du monde. Donc à gauche, nous avons des émissions par tête d'habitant pour 2019 en vert et 1990. Et là, on voit que les émissions par tête d'habitant, que les émissions des Africains sont très faibles par rapport au reste du monde ici. Si on compare, c'est dans les 5 tonnes CO2 équivalents, parce que c'est tous les gaz ensemble. Et on peut comparer avec les émissions en Australie ou bien en Amérique du Nord. Et même si on prenait que les pays les moins avancés en Afrique, les émissions par tête d'habitant n'atteignent pas 2 tonnes CO2 équivalents. Également, là, ce sont les tendances entre 1990 et 2019. Ça, c'est pour l'Afrique, en orange. On voit que c'est très, très faible par rapport au reste du monde. Donc, ensuite, pour revenir à ces impacts, l'Afrique, comme aussi d'autres régions du monde, mais particulièrement l'Afrique, a déjà subi des pertes et dommages de grande ampleur qui sont attribués au changement climatique. Donc, cela inclut le recul de la production alimentaire, le ralentissement de l'activité économique, mais aussi l'appauvrissement de la biodiversité, et également une hausse de la morbidité et de la mortalité humaine, ce que je vais montrer tout à l'heure. Donc, pour la sécurité alimentaire, on a noté quand même une amélioration de la productivité agricole de manière générale, mais en Afrique, il y a une baisse de 34% depuis 1961 en raison du changement climatique. C'est une des conclusions du rapport. Et qu'en Afrique subsaharienne, de 1974 à 2008, les rendements de maïs ont baissé de presque de 6%. Ailleurs où le blé est cultivé, en Afrique du Nord et
partie de l'Afrique australe. Il y a une baisse de 2%. Et que, également, un survey a montré que 2/3 des Africains estiment que les conditions climatiques ont empiré pour la production agricole depuis 10 ans. Pour les impacts économiques, donc ce qui est important de noter, c'est que le changement climatique a freiné l'essor économique dans toute l'Afrique. Et il y a un creusement des inégalités entre les pays africains et les autres pays de l'hémisphère nord, les pays tempérés. Donc il y a des pertes, comme on a vu dans l'agriculture, mais également dans le tourisme, l'infrastructure. Donc il y a une baisse aussi du... Parce qu'il y a eu avec des études de modélisation, on a montré qu'il y a une baisse du PIB par habitant de 13% en moyenne, qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu le changement climatique. Donc, avec comme corollaire le recul de la productivité, la réduction des performances au niveau macroéconomique. Donc, en fait, c'est en Afrique du Sud qu'on a beaucoup de données. Donc, les exemples dans le rapport sur l'Afrique concernent beaucoup l'Afrique du Sud. Donc, 80% des entreprises ont perdu plus de la moitié de leur personnel parce qu'ils n'arrivaient plus à les payer, et le chiffre d'affaires aussi à cause de la sécheresse agricole. Impact sur les écosystèmes. On a déjà eu un appauvrissement de la biodiversité marine. Ça se rencontre notamment aussi dans les côtes d'Afrique de l'Ouest, ailleurs aussi d'Afrique de l'Est. Baisse de la productivité des lacs, en particulier le lac Victoria. Il y a aussi une modification de l'aire géographique d'espèces animales et végétales. Et surtout, il y a un blanchissement massif des coraux, surtout en Afrique de l'Est. Et on parle également de l'extension des arbres qui réduisent les pâturages et les sources d'eau dans certaines parties de l'Afrique. Donc, sur la santé, il y a des impacts sur les maladies infectieuses, mais également sur les maladies non transmissibles. Notamment, on note une progression vers les hauteurs, les zones hautes de l'Afrique de l'Est, pour les moustiques, avec une recrudescence du paludisme, surtout quand il y a des inondations. Parfois, c'est lié au changement climatique, parfois, c'est lié à des phénomènes El Niño, comme ce que nous avons en ce moment, et surtout aussi des épidémies de choléra, après des événements extrêmes, les cyclones tropicaux en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Donc, pour les maladies non transmissibles, on note 43%, presque 44%, mortalité associée à la chaleur. Mais ça, c'est en Afrique du Sud, entre 1991 et 2018. En fait, c'est largement sous-estimé en Afrique parce qu'il y a eu des vagues de chaleur également dans la partie nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord, mais même récemment, il y a quelques jours, dans le Sahel, on a atteint des températures de 47 degrés au Mali, voire 48, je pense, 0,5, toute la zone sahélienne entre le Sénégal et le Niger. Donc, on a parlé d'une centaine de décès, mais souvent c'est mal comptabilisé, on ne sait pas ce qui se passe. Mais il y a des vagues de chaleur. Donc, les températures les plus élevées dans cette zone-là, c'est au début du printemps boréal. On a l'habitude d'avoir des températures importantes, 44, 45, mais depuis quelques années, on voit une progression de ces températures qui atteignent parfois 47, 46, et surtout les températures nocturnes, donc ce qui est délétère pour la santé humaine. Bien sûr, des dommages aussi, des événements extrêmes pour les établissements de santé. Donc, tous ces impacts-là sont liés ce qu'on appelle aux facteurs climatiques générateurs d'impact. Bon, on utilise souvent CIDs en anglais, donc c'est plus court. Donc, ces impacts découlent de ces changements et également des facteurs de vulnérabilité dont j'ai parlé, d'exposition, de la disponibilité ou non des réponses adaptées au changement climatique. Donc, ça peut être ces facteurs, chaleur et froid. On a montré que, par exemple, dans toute l'Afrique, il y a une augmentation des températures extrêmes, mais également des températures nocturnes. Donc, en termes de pluie et sécheresse, on a vu qu'il y a des régions qui ont déjà fait face à des épisodes de sécheresse, notamment en Afrique australe, en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, et que ce n'est pas forcément des sécheresses météorologiques, mais également des sécheresses écologiques dues à l'augmentation des températures. Donc, il y a une forte évaporation et ça va également impacter non seulement les cultures, mais la végétation. Donc, neige et glace, c'est surtout pour l'Afrique de l'Est, où on est en train de perdre les glaciers. Donc, également, littoral, océan ouvert, on a montré que l'augmentation du niveau de la mer est plus importante en Afrique que la moyenne globale. Il y a d'autres impacts également, l'océan ouvert, notamment les pertes d'oxygène au large des côtes, certaines côtes en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Donc là, je vais parler des changements futurs et risques, après avoir parlé.
Donc, il faut comprendre que pour parler de changement futur, donc, on utilise également la modélisation climatique. Donc, ce sont les scénarios et les niveaux de réchauffement qui nous aident à voir les projections. Donc, ça nous aide à structurer notre compréhension de la chaîne de cause à effet. Donc, on part des émissions au changement climatique et aux risques. Donc, ce qui est montré ici. Donc, comment les changements socio-économiques influencent les émissions. Donc, les émissions dépendent de nos choix de vie et qui vont changer en retour le climat. Donc, c'est ce qu'on montre ici, en fait, en termes d'émissions. Ici, on a montré les différents scénarios d'émissions, les scénarios illustratifs que le groupe de travail 1 utilise. Donc, ça part des scénarios à très faible émission. Ici, faible émission, scénario intermédiaire, la trajectoire sur laquelle nous sommes, et ainsi de suite. Je vois que j'ai très peu de temps, donc je vais aller vite. Et comment ça va? Je vais aller vite alors. Et le climat qui change, donc va conduire à des impacts et des risques. Donc, il faut comprendre que, comme j'ai dit, le risque, c'est une interaction entre les changements, la vulnérabilité, l'exposition et les réponses. Pour aller vite, donc je ne vais pas détailler ce tableau, assez compliqué, mais ça montre les CIDs sur l'Afrique, donc différentes sous-régions de l'Afrique. On note juste que pour la température, tout ce qui concerne la température, on a des changements communs à toute l'Afrique notamment, et également tout ce qui concerne l'océan et les zones côtières, on a des changements communs à toute l'Afrique. Pour les fortes pluies, on note qu'on a partout des changements importants, sauf peut-être en Afrique du Nord et une partie de l'Afrique australe. Donc c'est ce qui est représenté ici sous forme de carte. Donc pour la précipitation annuelle, donc ça c'est à mesure que la température augmente, le réchauffement global augmente. Donc c'est des changements à mesure que le réchauffement global augmente. On note que les changements sont plus prononcés à mesure que la température mondiale augmente, donc à mesure que les émissions augmentent. Donc s'il y a des questions, on va détailler parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc là, ce sont les risques futurs. Donc on note que même avec un réchauffement planaire, c'est sur l'Afrique, pour la perte de la biodiversité, la perturbation des écosystèmes, la mortalité et morbidité due à la chaleur, la baisse de la production alimentaire. Donc ce sont des niveaux de risque indétectables, modérés, élevés, très élevés. Et les barres verticales, c'est la transition d'une catégorie à une autre avec les degrés de confiance associés. Donc on montre déjà que même à 1,5 degré, au-delà de 1,5 degré, on commence à avoir des risques élevés. Ce que vous voyez ici pour ces différentes catégories. On commence à être dans la catégorie des risques élevés. Et à 2 degrés, les risques sont encore plus importants. Donc ici, ce sont un exemple qui est montré pour la perte de la biodiversité et les écosystèmes. Là également, c'est pour montrer, parce que j'ai parlé de l'augmentation du niveau de la mer, on est déjà à 20 cm au niveau global, mais on montre que les populations exposées, l'élévation du niveau de la mer dans le moyen terme, dans les zones côtières de faible altitude en Afrique. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que ça, c'est le baseline, on est à 54,2 millions. Ça, c'est des scénarios d'augmentation de la population. Donc, ça, c'est le scénario avec une forte augmentation, la plus forte augmentation de la population. On voit qu'en 2030, on passe de 54 millions de personnes exposées à près de 117 et en 2060 à 122 millions. Là, ça montre les pays qui sont dans les top 25 des pays les plus exposés. On voit qu'il y a l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal, également exposés aux événements extrêmes aussi à droite. Donc, les risques de mortalité liés à la température en Afrique. Donc là, c'est pour les périodes différentes. Et pour des émissions de gaz à effet de serre aussi différentes, donc scénario intermédiaire, le scénario à forte émission. Ce qu'on note ici, c'est que même au-delà de 1,5 degré, et que pour la période là qu'on est en train de vivre, il y a des morts additionnelles dues
à l'augmentation de la température, donc surtout dans la partie nord de l'Afrique. Et il y a des morts évitées, c'est des personnes qui seraient mortes parce qu'il fait très froid, mais ce qu'on note, c'est qu'il y a beaucoup de décès et que ça augmente au fur et à mesure que le temps continue et au fur et à mesure que la température augmente. Ce qu'il faut retenir ici. À côté de la chaleur qu'on va dire sèche, il y a également la chaleur humide. Ici, ça montre le nombre de jours d'exposition à une chaleur extrême dangereuse, qui est mesurée par l'indice de chaleur qui combine la température, mais également l'humidité. Pareil également, à mesure que le réchauffement mondial augmente, le nombre de jours pour lesquels les populations africaines sont exposées à des températures mortelles également augmentent, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. J'en viens aux conclusions et remarques. Donc, l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Cependant, le changement climatique a occasionné des impacts négatifs et des pertes et dommages, aussi bien dans les systèmes humains que dans les écosystèmes, et a ralenti la croissance économique. Donc, ces impacts découlent des changements dans les facteurs climatiques qui sont de plus en plus attribués au changement climatique et qui vont s'intensifier à mesure que le réchauffement mondial augmente. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des actions immédiates, étendues et soutenues de réduction des gaz à effet de serre durant cette décennie et les suivantes. Donc, limiter le changement climatique. On a vu que limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré devrait réduire considérablement les dommages causés à différents secteurs d'activité. Et donc, d'où l'intérêt de promouvoir une transition proche de 1,5 degré. Donc, pour finir, je vais quand même noter que la génération de connaissances qui sont importantes pour mettre en place des stratégies d'adaptation et de gestion des risques est limitée en Afrique par le fait qu'il y a un manque de données climatiques pour plusieurs raisons. Donc, il y a aussi des données sectorielles et socio-économiques qui manquent. Il y a un faible financement de la recherche en Afrique. Il a été montré que, je ne me rappelle plus la période pour laquelle on a vu qu'il n'y a que 3,8% des financements pour la recherche relative au changement climatique qui va à l'Afrique et que la majorité de ces 3,8%, la majorité de ces financements retournent dans les pays du Nord. Donc 78% des institutions du Nord ont accès à ces financements pour l'Afrique. Donc il y a très peu de cadres de recherche collaboratifs au niveau national et régional, ce qui fait que la recherche sur le changement climatique en Afrique est largement façonnée par les institutions des pays développés. Je vous remercie pour votre attention. Vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup, Aïda. On perçoit parfaitement le lieu des différents impacts. On a reçu beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de toutes les traiter. Alors, j'en ai une première sur les lacs de chaleur et les seuils qui sont utilisés pour caractériser les risques élevés. Est-ce que ce sont les mêmes dans les différentes sous-régions ou par rapport même à ceux qui sont utilisés dans les pays du Nord? Parce que les seuils sont différents. Ils sont différents parce que ça se base sur la climatologie. Donc, par exemple, si on prend le Sahel, on a l'habitude d'avoir des températures élevées durant le printemps boréal. Donc, on regarde les températures qu'on a, on les compare par rapport à une moyenne climatologique de 30 ans, si on peut, ou 20 ans, et regarder également les prévisions pour voir combien ces vagues de chaleur vont perdurer dans le temps. Et à partir de là, il y a des systèmes d'alerte qui peuvent être envoyés. Donc, chaque région, la définition des vagues de chaleur se base sur la climatologie. Alors justement, sur ces régions, la définition de ces régions enregistrées, comment est-ce que c'est décidé? On perçoit qu'à l'échelle de l'Europe, ce sont des régions qui sont plus petites, à l'échelle du continent africain. Elles sont très grandes, ces régions. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on n'entend pas des incertitudes dans les régions si grandes? Non, ça c'est une excellente question parce que même dans le groupe de travail 1, on a vu que la définition des régions peut ne pas être très pertinente pour... Par exemple, si on prend le Sahel, on ne la retrouve pas dans cette définition parce qu'elle est à cheval entre le Sahara qui descend jusqu'au 15 degrés nord. J'étais choquée de voir que Dakar se trouvait dans le Sahara. Donc là également, peut-être qu'on peut voir ça aussi comme une domination des pays développés parce que c'est eux qui ont travaillé avec des Africains, mais on a juste reproduit les régions qui étaient utilisées pour les projections Cordex
et sans même discuter avec les Africains qui étaient dans le groupe de travail. Donc, mais il faut noter également qu'on a des grandes régions, mais on a très peu de données aussi en Afrique, ce qui ne permet pas d'avoir aussi des évaluations assez fines, et que le travail du GIEC aussi doit être complété par des études, des recherches au niveau national et régional. Donc, Très bien. Et puis, on a une question sur les projections climatiques qui montrent que nos zones de Sahel central et l'Est dans le futur. Est-ce que ça pourrait être considéré comme un facteur positif du changement climatique dans ces régions? L'augmentation des pluies, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de le dire parce qu'on voit que c'est une zone très verte, mais en fait, comme c'est basé, c'est des augmentations relatives, donc c'est basé sur une climatologie. Donc si on a une région qui est naturellement sèche, une augmentation de pluie, même assez faible, peut paraître énorme, parce que c'est en termes de pourcentage. Mais il faut noter également que cette augmentation se fait plus par une augmentation des événements extrêmes. Donc ces régions vont connaître à la fois des événements extrêmes de pluie, mais également des sécheresses. Donc ça peut être bénéfique peut-être pour les ressources en eau, mais ça peut l'être moins pour la gestion des risques. Beaucoup de facteurs Oui, croisés. croisés, effectivement. Merci beaucoup, Aïda. C'est moi qui vous remercie.